Bienvenue à tout le monde à ce midi-conférence sur les programmes de maîtrise qui sont offerts à la Faculté des sciences de l'éducation. Je m'appelle Charles, je suis représentant étudiant à l'ADES. Donc, dans le cadre de mon mandat, j'ai organisé en collaboration avec la faculté cette formation qui permet de faciliter l'accès à l'information pour les étudiants là, qui veulent passer au cycle supérieur. Donc, je tiens juste à préciser que la rencontre d'aujourd'hui va porter sur 3 des 5 programmes de maîtrise qui sont offerts à la faculté. Donc, on a aujourd'hui la maîtrise en éducation qui sera présentée par Émilie Tremblay-Ragg, directrice du programme. On va parler de la maîtrise en didactique des langues qui va être présentée par Philippe Abel, également directrice du programme. Et finalement, de la maîtrise en orthopédagogie qui va être présentée par Marie-Hélène Giguère, directrice également du programme. Donc, les programmes de maîtrise en enseignement et de maîtrise en counseling de carrière ne feront pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Ceci dit, ça ne nous empêche pas d'en organiser une autre si on en sent le besoin parmi la communauté étudiante. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces 2 autres programmes, vous vous adresserez aux personnes responsables. La période, la rencontre va se dérouler en 2 temps. Premièrement, les 3 présentatrices vont prendre la parole pour essayer de démêler et de faire la distinction entre les 3 programmes. Et dans un deuxième temps, pardon, je vais diviser, je vais créer 3 salles. Dans chacune d'elles va se retrouver une des personnes présentatrices et vous aurez l'occasion d'entrer dans la salle qui vous intéresse le plus, donc d'aller poursuivre la rencontre avec la personne du programme qui vous interpelle le plus pour poser vos questions et avoir des réponses plus individualisées. Donc voilà, maintenant je vais laisser sans plus attendre la parole à nos personnes présentatrices. Merci Charles. Alors, moi, je m'appelle Émilie Tremblay-Ragg, je vais faire la première partie, puis ensuite je vais céder la parole à mes 2 collègues des autres programmes, puis on va revenir aussi pour une phase commune là, sur des informations générales en lien avec faire des études de 2e cycle, là, qu'est-ce que ça prend, quelles sont les bons astuces là, à entretenir là, dans les prochains mois pour vous préparer pour le saut vers le cycle supérieur, vers les cycles supérieurs. Donc, premièrement, avant tout, donc faire une maîtrise, qu'est-ce que c'est? On a essayé de regrouper les éléments communs là, à nos 3 maîtrises. Donc, c'est des attentes qui sont différentes du programme de baccalauréat. Vous allez voir, ce sont des cours qui sont beaucoup plus axés sur vos intérêts de recherche, vos objets qui vous aident à progresser. Donc, vous avez beaucoup d'autonomie aussi dans votre parcours à la maîtrise. Donc, vous réalisez la plupart du temps un mémoire ou un rapport d'intervention, sauf pour le programme en orthopédagogie. Marie-Hélène pourra vous en parler. Vous produisez un document qui se veut unique la plupart du temps, donc c'est vraiment stimulant, motivant pour la plupart des étudiants d'avoir leur projet de recherche. Vous aurez aussi la possibilité de définir votre propre projet de maîtrise et de s'investir dans un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est vraiment ce qui peut être motivant dans le parcours au 2e cycle, c'est d'avoir son projet de recherche, son horaire aussi, la gestion de son horaire, beaucoup de flexibilité dans le programme. On pourra vous en parler aussi lors de la période de questions par la suite. Puis, finalement, là, se perfectionner par une formation spécialisée dans les domaines de l'orthopédagogie en lecture-écriture et des mathématiques, spécifiquement pour la maîtrise en orthopédagogie, dont on va parler plus en détail dans quelques minutes. Donc, je vais commencer là, pour un petit 5 minutes, 5-7 minutes maximum, de parler de la maîtrise en éducation. Donc, c'est moi qui présente, mais je représente mes collègues Sophie Grossman, André-Sébastien Aubin et Audrey Dalle. On travaille en équipe puisqu'on est plusieurs concentrations dans le même programme de maîtrise en éducation. Donc, tout le monde est présent aujourd'hui. Je suis super contente de vous avoir toutes et tous ici. Donc, on pourra répondre à vos questions, là, puis même des questions spécifiques à chacune des concentrations par la suite. Donc, là, pour les prochaines 5 minutes, ce sera sur le programme général de la maîtrise en éducation. Donc, quelles sont nos conditions d'admission dans le programme? On admet des étudiants et étudiantes à l'automne et à l'hiver. Nous suggérons fortement de commencer le programme à l'automne puisque c'est plus facilitant. On a un cours d'introduction, un atelier de recherche, mais si vous avez
Si vous avez commencé dans les dernières semaines, c'est possible aussi. Vous avez des cours à reprendre à l'automne prochain et puis vous souhaitez commencer à l'hiver 2024, sachez que c'est une option qui s'offre à vous. Vous devez être titulaire d'un baccalauréat en éducation ou dans une discipline connexe. Ça peut être en sociologie, en psychologie, etc. Donc, il y a plusieurs disciplines qui sont connexes. On peut aussi vous admettre sur une base de l'expérience, mais la plupart des gens qui sont ici, de ce que je comprends, c'est des gens qui proviennent du baccalauréat d'un programme d'enseignement à l'UQAM. C'est là qu'on a fait le plus de publicité. Si vous avez une autre situation, vous pourrez aussi nous poser des questions plus précisément dans la période à la fin. La moyenne cumulative doit être au moins de 3,2 au bac. On peut considérer votre dossier si vous êtes entre 2,8 et 3,2. Nous pourrions vous demander des entrevues ou des lettres de motivation supplémentaires, etc. Donc, n'hésitez pas à essayer quand même si vous êtes sous la barre du 3,2. Mais en haut du 3,2, vous avez beaucoup plus de chances d'être admis. Dans notre maîtrise en éducation, nous avons 4 concentrations différentes. Donc, il y a, vous voyez aussi 8 numéros de programme. Je vais vous expliquer tout de suite après, mais sachez qu'il y a 4 concentrations. Donc, une concentration D pour didactique, dont je suis la responsable. En didactique, on parle plus de la planification, du contrôle, la régulation, de la situation pédagogique, en fait. Là, tout ce qui se passe dans une situation pédagogique, autant la planification que la mise en œuvre des stratégies pédagogiques, l'élaboration, s'il y a une petite coquille, pardonnez-moi, et l'implantation de programmes et d'outils éducatifs. Donc, ça, c'est pour la didactique en tant que telle. Pour le programme d'éducation et formation spécialisée, celui en bas à gauche, qui est dirigé par Sophie Grossman, c'est plus des aspects vraiment socioculturels de l'éducation qui sont traités. On parle aussi de formation professionnelle et technique, d'adaptation scolaire et sociale, donc les enfants HDAA et les adultes. Donc, c'est ce volet-là que cette concentration-là traite. Ensuite, on a EFA, Éducation et formation des adultes, qui est dirigé par Audrey Dahl. Donc, formation en entreprise, formation continue, en milieu scolaire ou en éducation familiale. Donc, ce sont les sujets qui sont traités dans cette concentration-là. Et finalement, notre 4e concentration est celle d'éducation et pédagogie, qui sont vraiment plus axés dans les fondements en éducation. Si vous êtes intéressé par la gestion éducative aussi, l'évaluation ou le counseling, c'est vraiment la concentration à choisir. Donc, il va y avoir une autre diapo là, dans quelques minutes avec un petit peu plus de détails sur chacune des concentrations. Donc, dans notre maîtrise, vous avez accès à 2 profils distincts. Le premier profil est celui de la recherche et l'autre est l'intervention. Ça mène à 2 mentions différentes sur votre certificat, là, votre diplôme, pas diplôme, pardon, je cherchais le mot, votre diplôme d'études. Donc, le premier profil avec recherche, c'est vraiment avec la rédaction d'un mémoire. Il y a un petit peu moins de cours obligatoires, mais le mémoire vaut pour plus de crédits. Donc, c'est vraiment la réalisation d'un travail de recherche assez complet où on a la rédaction d'une problématique, d'un cadre théorique ou conceptuel, une méthodologie bien déployée, on passe en comité éthique. Si tout est approuvé, il y a une séance il y a un moment pour faire la collecte de données, l'analyse et la production des résultats, la rédaction d'une discussion, des limites de la recherche, etc. Donc, c'est vraiment une recherche au complet qu'on mène là, dans le cadre de cette maîtrise-là avec ce profil recherche. Le profil intervention, ça mène à un MED. Il y a aussi la rédaction d'un rapport d'intervention ou de stage. Donc, il ne faut pas penser que dans ce profil-là, il n'y a pas de rédaction du tout si la rédaction vous fait peur. Il y a quand même beaucoup de rédaction, mais c'est vraiment l'optique, donc les visées du profil qui sont différents. Donc, le projet d'intervention, c'est si vous avez un milieu dans lequel vous souhaitez intervenir, faire vraiment une intervention dans votre milieu professionnel ou dans
vraiment dans un milieu précis que vous connaissez, un centre socio-communautaire, etc. Donc, c'est le profil à choisir. Mais ça, inquiétez-vous pas, votre directeur, directrice de recherche pourra bien vous guider dans le profil. Si déjà vous avez une idée complète, déjà vraiment certaine du profil que vous souhaitez faire, c'est bien parfait, mais sachez que vous pourrez changer de profil là, lorsque vous serez en train de peaufiner votre idée de projet, de voir qu'est-ce que vous allez faire. Donc, il y a un petit peu plus de cours obligatoires. C'est différent selon nos 4 concentrations, mais il y a un peu plus de crédits pour des cours et moins de crédits attribués au rapport d'intervention. Donc, le détail un peu du rapport d'intervention, c'est ça ici. Donc, des activités en milieu de formation, pratiques formelles ou non, pour permettre à l'étudiant et étudiante de développer des analyses, des habiletés d'analyse d'une pratique professionnelle, donc beaucoup d'analyses réflexives d'une pratique professionnelle. Puis, ça conduit à la rédaction d'un rapport. Ça peut aussi, on souhaitait le préciser, le rapport d'intervention peut aussi mener à la poursuite des études au 3e cycle. Ce n'est pas seulement la maîtrise MA qui mène au 3e cycle, au doctorat, mais le profil d'intervention également. Nous avons 2 régimes, celui à temps complet et à temps partiel. Donc, temps complet, c'est 2 ans, là, considéré 6 sessions à temps plein, et temps partiel, 4 ans, donc 12 sessions. Vision globale du temps complet. Donc, juste pour vous donner une petite idée, là, dans la première année, là, on parle de la scolarité, on a entre 7 et 10 cours selon la concentration. On commence aussi en même temps, en parallèle en fait des cours, puis même dans certains cours, vous serez amené à rédiger des parties de vos 3 premiers chapitres de votre mémoire ou votre rapport d'intervention, ce qui vous mènera à la soutenance du projet devant des membres du jury ou le rapport écrit qui sera évalué pour aller ensuite sur le terrain faire votre collecte de données. Et ensuite, là, à la fin de la 2e année, déposer votre mémoire ou votre projet d'intervention. Donc, les concentrations, c'est ici un peu plus d'informations. Je ne sais pas, Charles, je suis rendue à combien de minutes dans mon 5-7 minutes qui m'étaient attribuées? Je n'ai pas chronométré, mais il doit rester environ 2 minutes, 2-3 1 à 2 minutes. minutes. Bon, parfait. Alors, un petit peu plus de détails sur les 4 concentrations parce que vous serez amené à faire un choix lors de votre choix de programme, en fait, et surtout aussi choisir un directeur, une directrice de recherche dans la concentration qui vous intéresse. Donc, si vous souhaitez parler des interventions pédagogiques, des impacts du développement socio-affectif, des mécanismes cérébraux, de l'apprentissage vraiment en tant que tel dans une discipline, soit au secondaire ou au primaire. Par exemple, si vous souhaitez voir les effets sur la motivation d'une intervention bien particulière en l'enseignement des sciences au secondaire. Donc, c'est vraiment la concentration didactique. Pour la concentration éducation et formation aux adultes, les caractéristiques de l'enseignement individualisé, l'écriture en formation générale des adultes. Donc, c'est vraiment de définir ces caractéristiques-là auxquelles cette concentration-là s'intéresse. Quels sont les défis des étudiants lors d'un retour aux études, par exemple, lorsque ça implique une conciliation avec le travail, la famille? Quels sont les facteurs qui facilitent ou freinent le développement professionnel continu des ingénieurs du Québec, membres de l'OIQ? Donc, ce sont des questions, mais ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres de sujets que vous pourriez traiter dans cette concentration-là. Concentration, éducation et formation spécialisée. Donc, quel est le potentiel en lecture des élèves ayant une déficience intellectuelle légère, par exemple, ou comment la relation qu'entretiennent les élèves issus de l'immigration à leur père influence-t-elle leur persévérance scolaire, ou comment les enseignants novices en formation professionnelle vivent leur insertion professionnelle en enseignement. Donc, l'insertion professionnelle, beaucoup. Et la concentration éducation et pédagogie. Donc, quelles sont les pratiques en évaluation qui s'avèrent les plus appropriées pour évaluer les compétences disciplinaires ou quelles sont les stratégies de sous-classement intentionnel aux tests de classement en anglais? Ça, c'est assez précis comme exemple. Quels ajustements pédagogiques effectifs les enseignants ont-ils opérés pour répondre aux exigences du renouveau pédagogique, par exemple? Donc, des questions un peu plus de fondement.
Alors, si vous avez d'autres questions, donc nous, on est disponible après cette rencontre-ci là, pour répondre à toutes vos questions. Puis aussi, vous pouvez nous écrire au courriel générique maîtrise.éducation.ca. C'est l'agente de gestion aux études qui pourra vous répondre et vous diriger vers nous. Là, si vous écrivez une question bien détaillée, elle pourra vous diriger vers la bonne personne. Nous avons aussi un site plus précis là, que vous pouvez aller consulter, qui n'est pas le site sur le portail de l'UQAM, mais un site vraiment, en fait, c'est l'UQAM qui le porte, mais c'est vraiment avec une foire aux questions, des guides très détaillés sur chacune des concentrations et même des profils. Donc, je vous invite à aller dans documentation sur notre site Internet. C'est très, très, très bien détaillé avant de faire vos choix de programme. Donc, je cède la parole à ma collègue Marie-Hélène. Merci beaucoup, Émilie. Alors, de mon côté, autant Émilie a parlé là, de la recherche en éducation, de la maîtrise en éducation qui était une recherche, je me reprends, qui était une maîtrise de recherche, que ce soit en profil de recherche ou intervention. La maîtrise en orthopédagogie, c'est vraiment une maîtrise professionnelle qui est axée sur le développement de compétences et de gestes professionnels spécifiques à l'orthopédagogue, autant en lecture et en écriture qu'en mathématiques. Alors, là, il faudrait changer la diapositive. Merci. Donc, c'est un programme qui est actuellement contingenté. Donc, c'est un programme qui admet 40 personnes par année, seulement à l'automne. Donc, il y a une seule date d'admission. Par année. Donc, il y a des cohortes, si on veut. De la même façon, là, un programme de maîtrise demande 3,2 sur 4,3, mais ça dépend toujours du nombre de demandes qu'on a par année. Donc, j'ai déjà descendu ma moyenne à 3,5 parce que mon contingentement était atteint. Donc, et des fois, c'est allé à 3,1 parce qu'il y avait moins de demandes et moins d'admissions. Donc, peu importe si vous avez 3,2 puis que vous voulez vraiment faire la maîtrise en orthopédagogie, faites votre demande d'admission. Même jusqu'à 2,7, là, avec une lettre, c'est possible d'étudier votre dossier aussi selon les places qui sont disponibles dans la cohorte. Ça prend un brevet d'enseignement qui est reconnu au Québec parce que la maîtrise en orthopédagogie, ce n'est pas une maîtrise qui a des stages, ce n'est pas une formation qui est professionnalisante, si on veut, là, qui va vous donner un brevet d'enseignement. C'est la maîtrise qui sert vraiment à se perfectionner dans le domaine de l'orthopédagogie. Donc, on demande le brevet à l'entrée, la réussite du TECFE. On vous recommande fortement de savoir lire l'anglais. J'imagine que c'est un peu la même chose dans les autres parcours. Et bien attention, faire attention, la demande d'admission se fait en ligne avant le 15 février et non pas le 1er mars. Donc, il faut être vigilant et avoir fait notre demande avant le 15 février. Si vous venez du bac en adaptation scolaire et sociale, vous pouvez être admis directement sur la base des conditions d'admission qui sont présentes ici. Si vous êtes à l'EPEP, par exemple, à ce moment-là, on va vous demander des cours d'appoint pour aller chercher un petit plus sur l'adaptation scolaire, sur l'orthopédagogie, parce que vous aurez eu un cours en français, un cours en maths, puis on vous en donne un suivant. Si vous avez fait un bac en enseignement au secondaire, vous allez peut-être, comme vous allez être spécialisé soit en maths, soit en français, vous allez probablement avoir besoin plus d'une propédeutique dans la discipline dans laquelle vous n'aurez pas étudié. Donc, tous les parcours sont possibles. Il suffit de déposer votre dossier, puis on vous fera une proposition d'admission à ce moment-là, selon vos besoins et votre profil. Alors, dans la maîtrise en orthopédagogie, on a une séquence qui est une séquence qui est dédiée à approfondir comment évaluer et intervenir en lecture et en écriture auprès d'enfants, auprès d'élèves du primaire et du secondaire. La séquence du français, c'est 5 cours. Et j'ai mis un petit numéro à côté, c'est le programme, ça peut constituer un programme court en soi. Donc, c'est Philippa qui est la directrice de ce programme-là. Mais je le présente ici parce que c'est comme un profil gigogne. Une fois que vous aurez terminé le programme court, vous pouvez vous faire reconnaître ces cours-là dans l'ensemble de la maîtrise en orthopédagogie.
C'est la même chose avec la séquence en orthodidactique des mathématiques. C'est un programme court, mais qui est aussi inclus dans la maîtrise en orthopédagogie. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas accepté à la maîtrise en orthopédagogie, vous pourriez aussi vous inscrire à un ou l'autre des programmes courts pour ensuite vous réinscrire à la maîtrise dans une année ultérieure. Alors, dans la séquence en français, on parle vraiment plus de l'évaluation des processus spécifiques et non spécifiques avec le modèle de Lynn Laplante, s'il y en a qui ont suivi des cours et que ça leur dit quelque chose. Et ensuite, on a un des 2 cours sur les difficultés à l'oral ou les marqueurs cognitifs et neurobiologiques. Ça, c'est une partie. Dans la séquence mathématique, il y a un cours de fondement, un cours sur les structures additives, multiplicatives, les nombres rationnels et géométrie et mesure. J'ai mis un petit astérisque parce que il y a aussi un parcours qui existe pour le secondaire, donc orthodidactique des mathématiques au secondaire. Mais c'est un programme qui est rarement offert parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Ça prendrait au moins une cohorte de 8, 10, 12 étudiants qui se suivent pour pouvoir ouvrir ce profil-là. Donc, en général, quand vous faites votre demande, bien, souvent, on va vous dire, bien, on va vous proposer les cours du primaire. Et en général, quand je téléphone aux étudiants, ils me disent « Ah, de toute façon, moi, je voulais me diriger au primaire » ou « De toute façon, quand j'interviens au secondaire, c'est des notions du primaire que je revois avec mes élèves. » Donc, la séquence mathématique du primaire leur convient quand même. Ensuite, bien, il reste d'autres cours pour compléter le 45 crédits de la maîtrise, donc un cours de recherche en orthopédagogie, 2 séminaires sur les difficultés en lecture-écriture au primaire et avec des adolescents ou des gens qui ont des parcours atypiques, un cours au choix parmi une liste qu'on vous propose, et finalement, tout ça se clôt par une activité de synthèse qui dure 6 crédits, où on vous demande d'accompagner un élève que vous choisissez du début jusqu'à la fin. Donc, vous faites l'évaluation de l'élève, vous faites l'intervention, vous êtes guidé pour le faire, pour choisir les bons outils, pour choisir les bonnes interventions et ensuite, vous rédigez un rapport orthopédagogique en lien avec votre intervention. Donc, c'est vraiment une façon de reprendre tout ce que vous aurez appris pendant la maîtrise. L'activité de synthèse, elle peut se faire soit en français, soit en mathématiques. C'est le choix de l'étudiant rendu à la fin. Elle s'offre à temps complet et à temps partiel et on vous recommande fortement, fortement, fortement de ne pas prendre un contrat de plus de 40 % dans une école si vous êtes à temps complet. Sinon, faites la maîtrise à temps partiel parce que les étudiants nous disent, bien, on tourne les coins ronds partout. Autant à l'école, on fait vite, vite parce qu'on a nos cours, puis autant dans nos cours, on fait vite, vite parce qu'on n'a pas le temps, puis la maîtrise, on la fait pour soi. On la fait pour aller chercher une compétence professionnelle par une motivation. Donc, on vous suggère vraiment de calculer votre temps. Si vous inscrivez à temps complet, vous pouvez passer à temps partiel et vice-versa si votre vie change, si vous avez eu une offre impossible à refuser. Donc, vous pouvez quand même vous ajuster. Il y a des gens qui m'ont dit la maîtrise à temps complet, c'est super parce que ça nous permet d'avoir des bourses. Il y en a d'autres qui ont dit ouais, mais la maîtrise à temps partiel, c'est super parce que je peux réappliquer avec mes élèves dès le lendemain, puis je sais déjà exactement, je reconnais les situations et ça me nourrit dans ma pratique au quotidien. Donc, les deux ont des avantages. Alors, les cours sont offerts généralement de soir, parfois les fins de semaine. Pour la cohorte à temps complet, on offre d'habitude un groupe de cours en après-midi, donc c'est plus facile qu'après une journée de travail. Et actuellement, nos cours sont offerts en présence. Peut-être certains vont être hybrides, mais pour l'instant, nos cours sont en présence parce qu'on juge vraiment que les échanges en classe ont une plus-value. Il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent des vidéos qui ne peuvent pas mettre sur Internet, qui ne peuvent pas diffuser par des écrans. Donc, ça donne des échanges qui sont beaucoup plus riches quand on est en présence. Alors, si vous avez d'autres questions, je reste disponible dans ma petite salle, mon petit sous-groupe, et vous pouvez écrire aussi à l'agente de programme à orthopédagogie@ucam.ca ou encore à moi qui vais pouvoir vous répondre. Et voilà. Je passe la parole à ma collègue Philippa. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Moi, c'est Philippa Bell. Je suis la directrice de la maîtrise en didactique des langues.
et je vais vous présenter brièvement notre beau programme. Donc, les conditions d'admission à la maîtrise en didactique des langues, c'est un programme non contingenté. On accepte une moyenne de 3,2 et plus, mais on étudie les dossiers pour les moyens entre 2,7 et 3,2. Il faut avoir une connaissance de la lecture en anglais niveau B2. Il y a une admission préautorisée pour les étudiants de l'UQAM en enseignement du français ou de l'anglais langue seconde, le BES en français langue première, l'EPEP ou l'enseignement d'adaptation primaire ou secondaire si vous avez une moyenne de 3,2 ou plus. Et les demandes d'admission sont en ligne avant le 1er mai pour l'automne et 1er novembre pour l'hiver. Donc, comme la maîtrise en éducation, on accepte à l'automne et à l'hiver. Mais pareil pour nous, comme Émilie a dit, c'est toujours mieux si possible de commencer à l'automne parce que certains cours qui sont obligatoires sont juste offerts une fois par année. Des fois, ce n'est pas possible, surtout si on a besoin de faire une propédeutique, par exemple. Mais pour les étudiants de l'UQAM, si vous êtes dans ces concentrations-là, si vous faites ces baccalauréats-là, ça ne serait pas votre situation parce que vous auriez une admission préautorisée. Donc, on a deux profils qui peuvent être combinés. Donc, c'est profil L2, profil L1 et profil L2. Donc, je vais comme aller à la fin du tableau. Le profil L1, c'est profil langue d'enseignement. Donc, ça forme l'étudiant en didactique de la langue d'enseignement. Donc, par exemple, pour l'enseignement du français dans un centre de service scolaire francophone. Et le profil L2 forme l'étudiant en didactique des langues additionnelles dans des contextes variés. Francisation, classe d'accueil, programme régulier, immersion enrichie, intensive, ça dépend si c'est en anglais ou en français. Ça, c'est dans le système scolaire québécois. Bien sûr, avec notre maîtrise, vous pouvez aller enseigner, vous pouvez aller travailler dans d'autres domaines en enseignement ou en recherche. Donc, ce n'est pas toujours lié au contexte scolaire québécois, mais ça, c'est juste pour vous donner un exemple de la distinction L1, L2. Donc, les deux profils amènent à une maîtrise, à une MA. Il faut rédiger un mémoire qui vaut 21 crédits. Il y a 4 cours obligatoires, dont 2 en lien direct ou indirect avec votre mémoire, le cours de méthodologie et le cours projet de mémoire. Et il y a 4 cours au choix. Normalement, ces cours-là sont des cours en didactique des langues, mais on peut aussi accepter des cours dans d'autres disciplines si c'est en lien, par exemple, avec votre projet de recherche. Et ces deux profils peuvent être combinés selon les besoins des étudiants. Par exemple, il y a actuellement beaucoup d'étudiants en langue première qui veulent quand même suivre certains cours en langue seconde parce que dans leur classe, ils ont des apprenants qui ont plusieurs langues différentes à la maison, donc ils ne sont pas nécessairement, le français, ce n'est pas nécessairement leur langue dominante. Et comme les deux autres programmes, on a 2 régimes, donc temps complet, 2 ans, donc 6 sessions, et temps partiel, 4 ans, donc 12 sessions. Donc, comme une vision globale d'un étudiant à temps complet, ça serait les cours disciplinaires pendant les premières 4 sessions. Oui, pour choisir. Donc, en fait, dans notre programme, le choix d'une direction de recherche se fait avant le début de la 3e session. Donc, avant le début de la 3e session, vous pouvez déjà commencer à travailler sur votre projet de recherche avec votre direction, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir trouvé votre direction avant le début de la 3e session. Donc, si on commence en automne, ça veut dire été de l'année prochaine, de l'année suivante. Donc là, année 2, automne, ça serait la rédaction et soutenance du projet. Donc, le petit rectangle bleu, ça c'est un cours DDL 90, projet de mémoire. Après année 2, hiver, il y a la collecte de données et la collecte de données, bien entendu, il y a 1000 façons différentes. Les collectes de données sont très variées parce que ça dépend vraiment de nos questions de recherche et de notre méthodologie. Pendant l'hiver et pendant l'été, ça serait l'analyse des données et rédaction, puis dépôt du mémoire
5e ou 6e session, donc hiver ou été. Puis, si on continue, merci. Donc, après, choisir un sujet de recherche. Donc, là, c'est ça qu'il faut faire pendant la première année. Donc, ici, je vous donne juste des questions initiales et certaines questions sont plus comme avancées que d'autres niveau réflexion. Mais ici, c'est certaines questions à lesquelles nos étudiants aimeraient répondre. Donc, pourquoi les élèves continuent-ils à faire des fautes avec le genre grammatical après mon enseignement? Donc, ça, c'est quelqu'un qui arrive avec quelqu'un en langue seconde qui a déjà beaucoup enseigné dans sa classe et c'est comme, je ne comprends pas pourquoi ma pratique, ma pratique d'enseignement pour enseigner le genre grammatical, ça ne fonctionne pas. Je veux comprendre pourquoi. Donc, ça, c'est une question intéressante et on pourrait faire une recherche pour répondre en partie à une telle question. Comment bien intervenir pour aider les élèves à parler un français normatif dans des situations formelles? Donc, ici, c'est en lien avec la didactique de l'oral, de français langue d'enseignement. Comment la perception auditive des morphèmes impacte l'apprentissage? Donc ici, c'est une question, on pourrait arriver avec une question qui est un peu plus comme linguistique, dans le sens qu'on veut mieux comprendre le lien entre la perception des morphèmes dans un discours et comment cette perception-là peut avoir un effet sur l'apprentissage. Et donc ça pourrait être quelque chose à travailler avec une visée un peu plus didactique. Quels impacts l'accès au numérique quels impacts l'accès au numérique à la maison a-t-il sur le plan d'apprentissage de la lecture? Donc ça pourrait aussi faire l'objet d'une recherche dans notre programme. Donc, les outils à votre disposition niveau recherche ou choix de projet de recherche et éventuel mémoire. J'ai créé un site web de la direction du programme sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi une recherche, comment dois-je choisir ma direction de recherche, etc. Merci beaucoup, André et Sébastien. Et sur ce site web, on a aussi des présentations sur le choix d'un sujet de recherche. On offre aussi des rencontres de recherche chaque mois. Ce soir, on a un 5 à 7 de la recherche professorale avec une de nos professeurs. On offre aussi différents ateliers sur le genre. Donc, on offre par exemple, des ateliers sur comment préparer une communication scientifique gagnante ou comment préparer une proposition de communication scientifique gagnante pour aider les étudiants à mieux comprendre toutes les étapes en lien avec la recherche. On offre des ateliers, des discussions autour d'articles. Donc, on choisit d'articles de recherche et on les décortique avec les étudiants pour que vous pouvez mieux comprendre ce que nous aussi, en tant que professeurs, ce que nous on fait quand on lit des études, quand on lit des études dans notre domaine, mais aussi quand on lit des études dans des domaines connexes parce que chaque fois, ça prend une posture différente. Et on a aussi des présentations par des étudiants. Donc des étudiants qui sont peut-être plus loin dans le cheminement viennent parler aux autres étudiants à propos de la démarche de recherche pour que ça soit un peu plus transparent pour les étudiants. Pour choisir une direction de recherche, je vais pas vraiment beaucoup parler de ça. Vous pouvez encore une fois, consulter le site web de la direction, donc mon site web. J'ai mis, et quelques autres profs, nous avons mis des vidéos sur nos domaines d'expertise, donc vous pouvez mieux comprendre nos domaines d'expertise. On a aussi des liens vers les laboratoires de recherche des professeurs, donc vous pouvez mieux comprendre l'expertise de chaque professeur. On offre aussi un petit atelier, c'est une capsule sur le choix d'une direction pour que vous puissiez mieux comprendre comment choisir une direction de recherche. Et après, vous êtes bien sûr invité à contacter les professeurs directement. Et je pense que, est-ce que j'ai d'autres choses, Amélie? Est-ce que tu peux juste pas? Ah oui, juste si vous avez d'autres questions, je vous suggère de consulter le site web Direction DDL2 et aussi de consulter le site web de l'UQAM, étudier.uqam.ca, programme, et c'est le code 3123. Il y a aussi l'agent de gestion aux études, Martine Durand, DDL2 à commercial.uqam.ca, et vous pouvez toujours m'écrire avec vos questions. Je pense que ça, c'est la fin pour moi. Merci beaucoup.
Oui, alors on va poursuivre avec la partie commune là, qui concerne la plupart de nos 3 programmes là, qu'on vous présente aujourd'hui. Comment vous pouvez faire pour vous préparer à vos études au cycle supérieur? Donc, vous pourriez demander des bourses de soutien financier de toutes sortes. Donc, à l'UQAM, il y a certaines bourses d'excellence qui sont offertes pour les étudiants de cycle supérieur. Pardon, on parle de certaines bourses qui sont régulières et récurrentes chaque année. Ça prend une excellence au niveau des notes académiques, de votre curriculum vitae. Ça prend la plupart du temps, comme l'a dit Marie-Hélène, un profil à temps complet et être non boursier pour y avoir accès. Quand je dis non boursier, c'est non boursier de bourse d'organismes subventionnaires majeurs là, que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, ça, c'est des demandes qui se font un peu à plusieurs occasions dans l'année. Donc, c'est d'aller consulter les offres de bourse que l'UQAM peut offrir. Donc, vous avez les sites Internet ici. Pour ce qui est des bourses un peu plus substantielles, on parle de 17 500 $ par année qui sont offertes par les 2 grands organismes majeurs de subvention au Québec et au Canada, donc soit le Fonds de recherche société et culture, FRQSC, comme on l'a fait, FRQSC, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis, puis le CRSH. Donc, les dates limites sont à la première session là, de votre première année ou à l'automne de votre 2e année, vous pourriez aussi en demander, mais vous pourriez aussi en demander l'année d'avant. Donc, si vous envisagez faire une maîtrise dans 1 an ou 2, vous pouvez déjà commencer à trouver une direction de recherche, à pondre un projet et demander 1 an d'avance ou presque, là, 9 mois plus tôt, une bourse pour que dès votre arrivée dans le programme, vous soyez financé. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous pouvez penser là, si vous êtes en 2e, 3e année de bac. Vous pourriez déjà commencer à faire de l'assistanat de recherche pour un professeur et penser à des projets et dont vous pourriez demander des bourses. Donc, c'est vraiment le dossier académique et votre parcours d'excellence qui est vraiment évalué là, pour 50 de la note pour le FRQSC. Votre intérêt, votre potentiel en recherche, donc est-ce que vous avez des expériences en recherche ou pas, et votre présentation générale de votre dossier. Tandis que pour le CRSH, l'excellence universitaire très importante, potentiel en recherche et les caractéristiques et vos habiletés en relations interpersonnelles. Avez-vous fait partie de comités, bénévolat au sein des instances universitaires, c'est toujours gagnant aussi pour obtenir des bourses. Donc, c'est des choses auxquelles vous pouvez penser là, dans les prochaines années si vous convoitez des études de 2e cycle. Vous pourriez aussi penser à travailler comme assistant de recherche pendant votre baccalauréat. C'est vraiment, vraiment facilitant. Ça vous donne des bases en recherche. Ça vous donne des idées aussi de sujets qui pourraient être traités. Donc, on vous incite à aller cogner à la porte, écrire des courriels, c'est peut-être plus fréquent, à vos professeurs. Donc, lorsque vous avez des cours que vous aimez au bac, puis les professeurs vous intéressent, sont stimulants, ces objets de recherche vous intéressent, n'hésitez pas à lui demander, avez-vous besoin d'un assistant de recherche? Puis, la plupart du temps, on est à la recherche d'étudiants pour travailler pour nous et avec nous dans nos équipes. C'est vraiment une belle façon de côtoyer d'autres étudiants gradués, des étudiants de maîtrise, de doctorat et donc de faire connaissance et de mieux comprendre là, les démarches de recherche. Donc, ça vous permettrait, l'assistant de recherche, de faire soit des recensions des écrits. On peut vous demander d'aller faire des collectes de données. Donc, on vous envoie dans des écoles pour faire des prises de données. On peut aussi vous faire des traitements, de l'analyse de données. Et certaines fois aussi même aller jusqu'à la diffusion des résultats. On vous amène dans des congrès avec nous. Donc, c'est très stimulant. Ce n'est pas nécessaire que ces projets-là sur lesquels vous travaillez comme assistant de recherche soient nécessairement liés à votre futur projet de maîtrise. Donc, c'est vraiment gagner de l'expérience en recherche, c'est très favorable. Un des avantages de l'assistant de recherche, c'est que ça vous permet de gérer votre temps puisque c'est souvent des heures qui peuvent être faites à la maison sur votre temps ou au laboratoire de recherche du professeur pour qui vous travaillez. Vous pourriez aussi faire des contrats comme auxiliaire d'enseignement. Donc, des cours pour lesquels vous avez eu des bonnes notes, des cours que vous avez aimés. N'hésitez pas à postuler pour être généralement correcteur ou aller assister l'enseignant dans ses fonctions en classe. Donc, ça dépend. Chaque professeur ou chargé de cours a des tâches à donner qui peuvent différer légèrement.
Vous devez appliquer sur un site de l'UQAM. Là, je vous invite à aller vérifier toutes ces informations-là vous écrivez auxiliaire d'enseignement à UQAM, vous allez rapidement voir tout ça sur Google. Aussi, une façon de bien se préparer en amont, puis c'est pas nécessaire que vous ayez trouvé avant de vous inscrire, là, on se donne du temps quand même, mais vous pourriez déjà aller regarder un peu des profils, comme Philippa le disait, des profils des professeurs, prendre connaissance de leurs expertises, de leurs sujets de recherche, de leurs projets qui sont financés et repérer des intérêts, voir si vous pouvez faire des premiers contacts avec ces professeurs-là et pourquoi pas travailler un premier contrat avec eux comme assistant de recherche pour voir si vous aimez travailler avec cette personne-là. Donc, le plus on se prépare tôt dans son cheminement au baccalauréat, plus on est prêt pour arriver à la maîtrise. Si vous êtes en dernière année de maîtrise et que vous n'avez pas fait tout ça, ce n'est pas grave, il y a d'autres opportunités. On peut commencer à la maîtrise sans aucune expérience en recherche et ça va très bien aller. Donc, je ne veux pas vous stresser avec ça, mais c'est juste si vous êtes d'avance et vous êtes en première, deuxième année aujourd'hui, vous pourriez penser à faire ça. Attendez, j'ai oublié une petite information ici. Et Philippa vous a dit, vous pouvez contacter les professeurs. Puis moi, j'ajouterais le dernier petit picot. N'hésitez pas à solliciter plusieurs professeurs. On est habitué à ça. Puis pour vrai, on est très à l'aise avec ça parce qu'on préfère un étudiant, une étudiante qui nous choisit parce qu'on sait qu'on va bien travailler ensemble, parce qu'on a des intérêts communs. Un étudiant avec qui on va bien travailler, c'est préférable que quelqu'un qu'on n'a pratiquement jamais rencontré, qu'on officialise le tout, puis que finalement, la personne choisit d'aller avec une autre. Donc, on préfère que vous preniez le temps, rencontrer quelques personnes, puis vraiment choisir le bon professeur ou la bonne professeure qui va vraiment concorder avec vos intérêts de recherche. À la maîtrise en éducation, je ne sais pas pour les autres programmes, là, mais vous pourrez le mentionner après. Nous, à la maîtrise en éducation, on encourage, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez avoir 2 directions de recherche, donc un directeur, une directrice et un co-directeur, co-directrice. Donc, c'est une possibilité. C'est généralement votre directeur, directrice qui pourra vous dire si elle ou il préfère ou est à l'aise avec ça de travailler avec une autre personne. Donc, les 2 options sont correctes aussi. Donc voilà, Charles, nous avons terminé la présentation des programmes là, de façon rapide. Donc, je te laisse poursuivre là, pour le reste de la planification de la rencontre.